Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir et honneur d'introduire cette dernière demi-journée de notre colloque consacré à Henri Tomasi. Je constate que nous avons une partie de notre auditoire qui est de manière assez conséquente d'origine hellénique. Donc, je salue nos collègues. Je remarque même d'ailleurs que nous avons plusieurs muses qui ont été conviées aujourd'hui. Je vois Calliope, je vois Erato. Donc, nous commençons sous les meilleurs augures. Pour reprendre comme l'a dit Sylvie Douche ce matin en conclusion, nous avons déjà abordé hier en partie l'aspect que cette dernière session va mettre en lumière dans la personnalité d'Henri Tomasi, qui est son engagement en tant qu'humaniste. Et donc, cette dernière demi-journée s'intitule Tomasi humaniste. On l'a vu, Henri Tomasi, loin d'être indifférent aux événements de son époque, était impliqué. On le remarque dans son inspiration artistique qui est puisée, par exemple, chez Vercors, Lorca, Camus, Césaire, Erasme. On aurait pu parler également de Giono et j'imagine que Nicolas Darban nous en aurait parlé. Il n'est bien sûr pas le seul au XXe siècle à avoir manifesté un engagement et de ce fait, le rapprochement avec d'autres compositeurs du XXe siècle est tout à fait légitime. C'est ce que propose de faire Kalliopi Stiga, qui a entrepris dès 2016 un rapprochement avec un autre compositeur, lui aussi ressortissant, on va dire, de la sphère méditerranéenne, bien que d'une époque un petit peu différente, qui est Mikis Theodorakis. Et donc, Kalliope va nous parler de, je reprends, l'intitulé exact de son intervention, pardonnez-moi, qui est, voilà, l'esprit humaniste d'Henri Tomasi et de Mikis Theodorakis. Kalliopi Stiga est grecque, elle a une double formation à la fois de musicienne, de pianiste, au Conservatoire d'Athènes et de musicologue qu'elle a acquise et qui ont été sanctionnées à la fois en Grèce et dans notre université de Paris-Sorbonne, qui a été sanctionnée par un DEA en 1998. Et elle a ensuite obtenu un doctorat en lettres et arts en 2006 à l'université Lumière de Lyon 2. Elle a de multiples activités, notamment pédagogiques en Grèce. Ses champs de recherche concerne principalement la musique du XXe et du XXIe siècle, particulièrement les rapports entre, d'une part, musique et poésie, d'autre part, musique et politique. Et elle enseigne dans différents établissements, différentes institutions, à Athènes, l'université de Thrace, le collège du Pirée. Voilà, eh bien, je propose sans plus tarder de lui passer la parole pour cette intervention comparative entre Henri Tomasi et Mikis Theodorakis. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité scientifique pour l'acceptation de ma proposition, ainsi que M. Claude Tomasi pour son aide précieuse, parce que surtout pendant cette période de pandémie, je ne pouvais pas avoir facilement accès aux sources, ne pouvant pas revenir en France. Je tiens aussi à saluer chaleureusement mes chers professeurs d'autrefois de Paris 4 que je recroise après 25 ans, ici, Madame Piston et Monsieur Jean-Jacques Velli. Donc, je vais partager l'écran, le PowerPoint. Voilà, donc mon thème est l'esprit humaniste d'Henri Tomasi et de Mikis Theodorakis entre le christianisme et le communisme. La neige tombe lentement, poétiquement, mais que deviennent les pauvres, les déshérités, a écrit Henri Tomasi dans sa dernière lettre à Molinetti le 30 décembre 1970. J'ai été fortement influencé par l'âme de l'homme, par le destin de l'homme. J'ai été blessé par le destin de l'homme, a écrit Theodorakis dans un de ses ouvrages. Par ces deux phrases, Henri Tomasi et Mikis Theodorakis expriment leur inquiétude constante pour l'avenir de l'homme, inquiétude reflétée dans l'œuvre musicale, dans leurs écrits, mais aussi dans leur vie quotidienne. C'est dans Mare Nostrum, la Méditerranée de l'idéal thomasien, où les vies du compositeur marseillais d'origine corse Henri Tomasi et du compositeur chiote d'origine crétoise et d'Asie mineure Mikis Theodorakis se sont rencontrées.
Dans Mare Nostrum, chant grégorien et mélodie byzantine, Nanna et Nanurisma, Vocero, Lamento et Miroloi, Caracolo et Zebeki qu'on se rencontrent. Dans Mare Nostrum, le chant des cigales s'interrompt brutalement par les cris scandés des manifestants. La robe noire de la mère endeuillée, assise contre le mur blanc de sa petite maison, cycladique, trouble le vacancier insouciant. Les larmes du petit réfugié au regard souffrant se perdent dans l'écume blanche des vagues. Dans Mare Nostrum, les mythes antiques croisent les paraboles chrétiennes et les manifestes politiques contemporains. La lumière, souvent éblouissante, du soleil éclaire toute vie et redonne l'espoir. Dans Mare Nostrum, philosophes, artistes, hommes politiques et gens du peuple et élites cherchent toujours l'origine de cette lumière. Est-ce la lumière offerte par Jésus ou la lumière incarnée dans le visage de l'ouvrier, dans le visage du combattant, dans celui de l'homme libre? C'est à cette même question qu'Henri Tomasi et Mikis Theodorakis ont souhaité se prononcer, aussi bien dans leur œuvre que dans le cheminement de leur vie. Car dans Mare Nostrum, le centre de l'univers est l'homme. Nés tous les deux dans le premier quart du XXe siècle, sont élevés dans des familles chrétiennes et commencent à apprendre la musique très tôt. Ils vivent les grands moments historiques du XXe siècle, la Première et la Seconde Guerre mondiale dans le cas de Tomasi, la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile grecque et la dictature des colonels dans le cas de Theodorakis, et en subissent leurs conséquences. En même temps, ils vivent la période du communisme triomphant et en sont influencés. Ni l'un ni l'autre ne le serviront aveuglément, mais il laissera son empreinte sur l'esprit et sur l'œuvre aussi bien de l'un que de l'autre. Henri Tomasi, fils de flûtiste amateur, prend ses premiers cours de solfège à l'âge de 5 ans. Parallèlement, il reçoit une éducation catholique par sa famille, fait sa première communion en 1912 et participe à la vie de l'Église pendant son enfance et son adolescence, ce qui sera par la suite exprimé dans ses œuvres comme il le témoigne lui-même. Si le ballet Les 100 ans sur le livret de René Duménil, composé en 1937, est la première œuvre d'inspiration religieuse de Tomasi, d'autres sont composés entre 1940 et 1944, c'est-à-dire lors de sa période religieuse. Il s'agit du mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de la messe en ré, du credo, de la symphonie en ut appelée Apocalypse, toutes composées en 1941. 2 ans plus tard, en 1943, il compose le Requiem pour la paix, dédié à tous les martyrs de la résistance et à tous ceux qui sont morts pour la France. Et l'année suivante, en 1944, il se met à la composition de son premier drame lyrique, Don Juan de Mañara, ou Miguel Mañara. En cette année fatidique où la Seconde Guerre mondiale prend fin et où l'on découvre l'horreur des camps de concentration et des bombardements nucléaires au Japon, Tomasi, terriblement bouleversé, rejette non seulement le christianisme, mais toute religion et déclare son athéisme. Je suis athée, je ne crois absolument plus à rien, je n'attends d'autre réponse que de la science. Alors qu'un an auparavant, suite à une grave crise conjugale, il trouve refuge au monastère de la Sainte-Baume et pense même rentrer dans l'ordre des dominicains. Il renonce cependant à ce projet apparemment impulsif quand il apprend qu'il va bientôt être père. L'existence de Dieu est encore une fois contestée par Tomasi à travers la mise en musique du poème de Paul Fort, Le bonheur est dans le pré, pour soprano et piano. Ce poème, écrit en 1917, contrairement à son ton joyeux qui semble décrire une vie sereine, il se réfère en réalité aux soldats de la Grande Guerre qui essaient d'échapper aux balles ennemies sur le terrain du combat, ainsi qu'aux millions de gens qui ont vu leur bonheur disparaître. C'est au moment de sa mise en musique à 1945 que Tomasi mentionne « Si Dieu existe, il a raccroché son téléphone depuis longtemps. Mieux vaut donc qu'il n'y ait plus personne au bout du fil. » Cependant, 2 ans plus tard, en 1947, il extraira de Don Juan de Mañara, qu'il n'achève qu'en 1948, les fanfares liturgiques, œuvre en 4 mouvements. Cette puissante symphonie des cuivres qui sonnent comme les grandes orgues d'un mysticisme tumultueux, comme le souligne Jacques Longchamp, et dont les parties renvoient à des moments importants de la vie religieuse d'un chrétien, prouve que la quête religieuse n'est pas complètement abandonnée par le compositeur. Parmi les œuvres de la période religieuse de Tomasi, Don Juan de Mañara, sur le livret du compositeur, tiré du mystère du poète lituanien de langue française Oskar Miloš, est certainement la plus importante et celle qui l'a fait entrer dans l'histoire comme l'un des grands créateurs d'opéra du XXe siècle. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette œuvre qui ont déjà été évoqués dans ce colloque,
Je tiens cependant à mentionner que quand le compositeur conçoit cette œuvre, il traverse une période particulièrement bouleversée, en retraite spirituelle au monastère de la Sainte-Baume, où il essaie de trouver la foi pour pouvoir s'accrocher à quelque chose. Il y rencontre une jeune femme très croyante, Maryse, dont il tombe amoureux. Dans son inconscient, Maryse se substitue à l'héroïne et lui-même au héros. Ainsi, en y mettant toute sa passion, il donne naissance à une œuvre totalement inspirée, mais sans réussir à trouver la foi, car il ne peut pas adhérer à quelque chose en renonçant à la raison. En même temps, la symphonie à nut ainsi que le requiem pour la paix, conçu également lors de la période religieuse du compositeur, ne peuvent pas être écartés. La symphonie à nut, composée en 1941 et créée en 1943 à Paris par l'Orchestre national dirigé par le compositeur lui-même, est appelée dès sa conception Apocalypse. Intitulée Apocalypse, mot qui signifie révélation en grec, cette symphonie, qui est conçue au début de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où le compositeur s'interroge aussi bien sur son bonheur personnel que sur l'avenir de ce monde qui s'autodétruit, ne peut être qu'une tentative du compositeur pour trouver ses propres réponses. Elle ne peut être que l'expression de son angoisse à identifier Dieu, à expliquer la misère de la vie sur terre et à imaginer celle de l'au-delà. Quant au Requiem pour la paix, dédié à tous les martyrs de la résistance et à tous ceux qui sont morts pour la France, il est composé entre 1943 et 1944. Il comprend 10 parties, dont la dernière est un Liberame et non pas un In Paradisium. Ceci n'est certainement pas une omission, mais le souhait du compositeur de louer la liberté et de rendre hommage à tous ceux qui ont trouvé la mort durant la guerre. D'ailleurs, pour Tomasi, il n'y a pas de paradis qui nous attend. La libération est due à l'action des communistes et n'est absolument pas le résultat de la volonté divine. Son inscription au Parti communiste en 1944 est d'ailleurs une preuve supplémentaire du rejet du christianisme et de toutes les religions. Depuis, il ne croit qu'à la force des hommes pour changer le monde, pour créer un monde moins pourri, comme il dit à son fils Claude dans un entretien. On va écouter un petit extrait de la première partie. En ce qui concerne Mikis Theodorakis, son initiation aux traditions de la foi chrétienne orthodoxe commence également dès son plus jeune âge. C'est sa grand-mère maternelle, femme très croyante, qui lui apprend les hymnes byzantins de la messe orthodoxe. Il commence à s'intéresser à la musique en Céphalonie, où il vit entre 1933 et 1936, et il se met à jouer du violon à Patras en 1937. C'est alors qu'il compose ses premières chansons pour enfants petits et grands, comme il dit. Parmi elles, nous trouvons une prière matinale sur les vers de Stassinopoulos et les vêpres sur la poésie de Drosinis, toutes les deux composées en 1939. Les préoccupations spirituelles d'un Theodorakis adolescent qui aime s'isoler concernent la recherche de l'idéal, c'est-à-dire du centre important qui se trouve au plus profond de nous et en même temps très loin, car c'est la loi du monde du début et de la fin. Il est fasciné par la religion chrétienne, mais celle-ci se révèle incapable de réaliser ses idées utopiques, surtout quand elle doit faire face aux problèmes humains quotidiens. Il écrit par rapport à cela. Pendant les 15 premières années de ma vie, les dés étaient jetés. J'avais connu le monde et j'avais détourné mon visage. Je n'ai pas trouvé Dieu, je n'ai pas trouvé l'homme, mais mes instincts m'ordonnaient de vivre. Et à ce moment-là, je me suis accrochée à la musique. Ces idées se renforcent et surtout sont modifiées par les événements sociopolitiques violents qui caractérisent les années suivantes, la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile grecque qui lui succède. Résistant pendant la guerre, il compose entre 1940 et 1943 à la fois des chansons révolutionnaires comme l'hymne de l'élan et des œuvres ecclésiastiques pour chœur comme les cantates ecclésiastiques, les hymnes chérubiques, le tropaion de Cassianis et un hymne à Dieu.
Dans cette œuvre, Hymne à Dieu, ainsi qu'à sa symphonie numéro 1, pour chœur mixte à 4 voix et 2 orchestres à cordes qui suit, Theodorakis exprime sa quête d'un nouveau centre de référence plus proche et plus familier que le centre universel qui restait fort abstrait et versé dans un idéalisme forcené à l'heure où le monde s'écroulait autour de lui à cause de la guerre. Sa conversion au marxisme commence à se réaliser, puisque bien qu'il soit attiré par l'Église, il découvre son double visage et son impuissance à réaliser ses idées utopiques et à résoudre les problèmes quotidiens des gens. Ainsi a-t-il abouti à sa propre compréhension du christianisme, c'est-à-dire en tant que sacrifice et devoir, et depuis il l'admet comme porteur exclusif du message de l'amour, alors qu'il conçoit en même temps le marxisme comme l'expression de la justice sociale. Dans son autobiographie Les chemins de l'archange, Theodorakis souligne, dans la symphonie numéro 1, qui est achevée en janvier 1945, la quête de Dieu, c'est-à-dire du centre universel, après avoir traversé l'empire des ténèbres et celui de la lumière, prend finalement le visage d'un ouvrier. Dans son ouvrage Où puis-je trouver mon âme, Art et civilisation, il explique: je pense que par lui, le christianisme, j'ai gardé le message de l'amour qui a été rapidement bouleversé par ma rencontre avec le marxisme qui, lui, exigeait des luttes basées sur la haine entre les classes sociales. Le chemin de l'harmonie universelle m'a été révélé. La loi de l'harmonie universelle était au-dessus de l'amour et de la haine. Ainsi, pour moi, le monde du christianisme fonctionnait uniquement autour du message de l'amour, alors que le monde du marxisme s'est cristallisé uniquement autour de l'idée de la justice sociale. La fusion de ces concepts aboutit à la théorie de l'harmonie universelle, dont les deux principes majeurs sont amour et justice, ce sont les éléments existentiels essentiels de l'harmonie universelle. Dieu est le centre idéal de l'harmonie universelle, dans laquelle puisent les lois de la nature et la musique. Ces mêmes idées sont également exprimées un peu plus tard par Tomasi dans sa correspondance avec Jean Molinetti. Dans ses lettres envoyées de 63 à 66, il évoque la naïveté des moines avec leur foi aveugle qui est inconciliable avec son besoin de raisonnement. Il dénonce l'hypocrisie de l'Église qui, au nom de Dieu, qui est grand mais toujours du côté des plus forts, empêche l'évolution des peuples et est même à l'origine de nombreux massacres. Convaincu que le monde ne peut devenir meilleur que grâce à la lutte de l'homme et aucunement par l'intervention divine, Tomasi et Theodorakis, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944, s'éloignent du christianisme, s'approchent du communisme et placent l'homme au centre de leur œuvre. Les principes humanistes, la paix, la liberté, la démocratie et la justice sociale, autrement dit l'amour et le respect d'autrui, l'égalité entre les individus, la solidarité, la fraternité entre les peuples, le droit à l'éducation et à la culture, sont véhiculés aussi bien à travers leur création artistique qu'à travers leur position et leur choix politique. Extrêmement sensible aux différents événements politiques, Tomasi se rend compte que ces œuvres doivent être des témoignages historiques. Elles doivent servir de messagers et sensibiliser le public. Ainsi, fidèle à son engagement antimilitariste qu'il a déjà exprimé à travers le Requiem pour la paix en 1952, il compose le ballet Noces de cendres sur le livret d'Hubert de Villers. Dans cette œuvre, l'atrocité de la guerre est racontée à travers le regard vide de la jeune fille Éléonore qui, réalisant que son fiancé est mort, perd la raison. Le compositeur, en utilisant l'enregistrement d'un chœur à l'agonie qu'un ami médecin lui a fait entendre, veut bouleverser l'auditeur et le sensibiliser contre la guerre. Dans le même registre est placé le drame lyrique en un acte, Le silence de la mer, composé en 1959, sur le livret de Vercors. L'œuvre est un éloge aux résistants de la France occupée ainsi que la condamnation de la collaboration. Cependant, c'est surtout dans la Symphonie du Tiers-Monde, œuvre pour grand orchestre composée en 1967 sur un texte d'Aimé Césaire et créé en février 1968, peu avant les événements du mois de mai, que Tomasi affirme sa révolte personnelle contre les scandales du monde actuel. Par cette œuvre qui prône l'égalité, il veut inciter les jeunes à se révolter contre le racisme, le colonialisme, l'exploitation de l'homme par l'homme. Il veut les inciter à se révolter pour changer le monde. Quant à Theodorakis, en définissant l'esprit religieux comme la plus haute vénération devant le néant et l'éternel, et en précisant qu'il n'y ait pas de coupure entre le profane et le sacré, et que la foi n'est pas en conflit avec la laïcité, il crée des œuvres qui semblent être d'inspiration religieuse, mais qui en fait ne sont que des tableaux musicaux de l'histoire contemporaine et des louanges aux héros de notre temps. Il s'agit d'œuvres qui reflètent son esprit humaniste dans toute sa splendeur. Parmi celles-ci, il est impossible de ne pas nous référer aux deux œuvres majeures de Theodorakis, au cycle de chansons L'Épitaphe et à l'oratorio populaire Actionesti.
Nous tenons cependant à mentionner tout particulièrement une œuvre moins connue, mais malheureusement toujours d'actualité, qui nous intrigue par ses textes poétiques piquants et nous émeut profondément par son extrême lyrisme. Il s'agit de la symphonie numéro 2, dédiée aux enfants qui meurent à la guerre. L'épitaphe et Actionnesti ont déjà été étudiés en détail et nous réserverons notre analyse pour l'article écrit. Cependant, nous souhaitons seulement mentionner par rapport à Actionnesti qu'il s'agit d'une œuvre en 3 parties qui renvoie à la tradition chrétienne, Genèse, Passion, Actionnesti, qui est structurée sur 3 éléments différents, le récit, l'hymne et le choral, qui sont attribués par le compositeur aux récitants, aux chantres et aux chanteurs populaires, prouvant ainsi la continuité entre le sacré et le profane. Cette continuité est également soutenue par la mise en musique qui comprend des éléments caractéristiques aussi bien de la musique byzantine et démotique grecque que de la musique savante occidentale. En ce qui concerne la liturgie numéro 2, aux enfants qui meurent à la guerre, composée en 82, elle est fondée sur la transcription pour ensemble choral de certaines chansons du cycle lyrique sur la poésie de Tassos Libavittis et de certaines autres sur les propres vers du compositeur. Il est évident qu'il s'agit d'une messe profane où les saints s'identifient aux enfants innocents, victimes de la politique et des presses de notre époque, comme il écrit Théodorakis. 3 des peuples qui ont le plus souffert lors de notre époque, les Juifs, les Palestiniens et les Latino-Américains, sont symbolisés par Anne Frank et par les anonymes Ibrahim et Emiliano. Che est le symbole d'un des derniers idéologues révolutionnaires qui a été sacrifié pour son amour vrai et pur et vis-à-vis de tous et surtout vis-à-vis des enfants innocents du monde entier. Sur le plan musical, la veine mélodique de Théodorakis est révélée tout au long de l'œuvre, témoignant de sa relation intime avec les musiques ecclésiastiques byzantines et occidentales. On va écouter un tout petit extrait. Évidemment, aussi bien Thomasi que Theodorakis doivent subir les conséquences de leur position et de leurs choix politiques. L'adhésion au Parti communiste a failli coûter à Thomasi son poste de chef d'orchestre à l'Opéra de Monte-Carlo à 1945, comme il l'explique à son fils Claude dans son autobiographie au magnétophone. De même, quelques années plus tard, il refuse d'aller diriger l'orchestre à Alger et puis après, il est exclu de la programmation de l'opéra comique, comme il l'explique également dans son autobiographie au magnétophone. Cependant, malgré ces conséquences, Thomasi n'hésite pas à exprimer son mécontentement vis-à-vis de la politique gouvernementale, publiquement ou par écrit, à son fidèle ami et correspondant Jean Molinetti. Il nous semble important de souligner son refus de la Légion d'honneur en 1952, tant que la capitale artistique de la Corse reste inexploitée, n'ayant ni université ni conservatoire. Quelques années plus tard, en 1965, lors de son unique voyage en Grèce, il découvre la réalité des Grecs qui essaient de survivre. Dans sa lettre à Molinetti, il écrit « Ici, le dollar est roi. C'est la colonisation américaine dans toute son horreur. Le peuple crève du faim. Régime de type franco soutenu par la finance US. Dans les campagnes, les enfants mendient pour manger. Les femmes empierrent leurs routes, mêlées aux hommes sous une chaleur torride. » Il a raison d'être déçu et fâché. Hélas, il ne se rend pas compte de la force cachée du peuple grec qui, malgré ces circonstances, suit avec exaltation le mouvement de la culture combattante basé sur la musique pour les masses et inauguré par Théodorakis quelques années plus tôt. Malheureusement, il va être brutalement stoppé, ce mouvement, par le coup d'État 2 ans plus tard, en 1967.
Le Parti communiste français qui ne profite pas de la révolution de mai 68, l'approbation du régime de Franco par le général de Gaulle, les voyages du pape qui incarnent l'hypocrisie de l'Église ne font que querer Henri Tomasi qui, dans une lettre bien pessimiste adressée à son ami Molinetti le 19 décembre 1970, peu avant sa disparition, il écrit: Comment supporter l'hypocrisie de cette société? Souvent, une évidence s'impose à mon esprit. C'est la bêtise, l'inutilité de nos grimaces, de nos conventions, notre égoïsme. Tout cela est néant, vain château de cartes, tant que de barrières nationales, religieuses et coloniales continueront. La paix n'a aucune chance de s'imposer. Je connais ta réponse, mais de temps en temps, il faut que j'expectore, autrement j'étouffe. Quant à Theodorakis, qui participe activement à la résistance, à la guerre civile, à la lutte dictatoriale et qui ne s'arrête jusqu'à l'heure actuelle de se prononcer sur les sujets politiques principaux, ce n'est pas seulement son œuvre qui est mise en cause, censurée, interdite, exclue des programmations officielles, des compagnies de disques ou des mass médias, mais c'est sa propre vie qui, maintes fois, est mise en péril. Aussi bien libre qu'exilé, dans la clandestinité ou en prison, jeune ou en âge bien avancé, Theodorakis ne cesse jamais de défendre son idéologie par ses écrits et ses discours politiques, par son œuvre artistique ou par sa présence sur le champ du combat ou auprès des manifestants, de faire appel à l'union du peuple grec et d'inciter aussi bien les Grecs que les étrangers à se révolter et revendiquant un monde meilleur. En osant faire une première comparaison, ne vous inquiétez pas, ça sera la première et la dernière aujourd'hui. Nous pouvons sans hésitation soutenir que l'esprit humaniste guide aussi bien Henri Tomasi que Mikis Theodorakis dans leur choix artistique ainsi que dans leur prise de position politique. Critiquer et rejeter le snobisme de certains milieux musicaux, se prononcer politiquement à travers leurs œuvres musicales, mais surtout créer un art musical destiné à tous, est leur préoccupation principale. Tomasi écrit d'ailleurs: « Les snobs, les esthètes en chambre ne m'intéressent pas. J'écris pour le grand public. » Si nous mettons à part les œuvres créées pendant leur période religieuse, celles qui suivent et qui renvoient à des thèmes, des genres ou des pratiques religieux le font d'une part pour critiquer indirectement l'Église, de l'autre pour provoquer les milieux musicologiques conservateurs en associant des termes caractéristiques de la musique profane à ceux propres à la musique ecclésiastique, par exemple cantate populaire dans le cas de Tomasi, oratorio populaire dans le cas de Theodorakis, mais le but principal des deux créateurs n'est autre que prouver que rien ne sépare les musiques, sacrées ou profanes, et que la musique n'a ni frontières nationales, ni religieuses, ni politiques. Tout ceci étant considéré, nous sommes convaincus que l'œuvre d'Henri Tomasi et celle de Theodorakis, peu connue jusqu'à présent, mérite d'être explorée, étudiée, interprétée davantage aux côtés des œuvres d'autres compositeurs contemporains proches de leur sensibilité, comme entre autres le portugais Fernando Lopes Graça et l'italien Luigi Nono. Elle mérite en fait d'être préservée et faire partie de notre héritage culturel. Quant aux prises de position et à l'action sociopolitique de Henri Tomasi et de Mikis Theodorakis, elles peuvent seulement être considérées en tant que modèles de vie à suivre, caractérisés par le dévouement absolu et désintéressé envers l'homme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Calliope. C'est toujours un petit peu frustrant parce qu'on sent qu'il y a encore plein de choses à dire, on a plein de choses encore qui nous rendent curieux, mais je pense que malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps de poursuivre. Donc, je ne vais pas tout de suite passer la parole aux participants, parce que je suis certain qu'il y a de nombreuses questions qui ont été suscitées par votre intervention. Alors, moi, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait un petit peu de temps aussi pour une analyse comparative aussi du langage musical et des options prises par l'un et par l'autre pour justement exprimer cette tension entre spiritualité et engagement politique. Mais bon, peut-être que c'est un sujet qui nous entraînerait trop loin. Que Claude Tomasi souhaite prendre la parole. Non, c'est si ce n'est que effectivement je connais malheureusement les œuvres de Mikis Theodorakis. Enfin, d'abord, je tiens à féliciter Calliope Stiga de son, je trouve, excellent exposé. Mais voilà, j'aimerais entendre davantage du Theodorakis. Voilà, c'est tout. Et notamment savoir quelles œuvres. Est-ce que parmi les œuvres engagées, c'est une question à Calliope,
Calliope, pardon, est-ce que parmi les œuvres engagées, tu en as cité, mais quelles sont celles qui te paraissent les plus marquantes, importantes? Parmi les, il y a une grande partie de l'œuvre de Theodorakis qui s'est dit musique engagée. Toutes les œuvres qui ont été composées pendant la période de la dictature, par exemple, sont des cycles de chansons, surtout très engagés. Il y a l'œuvre le cycle de chansons Romnosini, par exemple, sur la poésie de Yanis Rizzo, c'est une œuvre très engagée. Il y a aussi la ballade de Mauthausen sur la poésie de Jacobos Cabanelis. Actionisti, bien sûr, c'est une œuvre majeure de Theodorakis. Il y a la ballade du frère mort, qui est c'est comme lui-même avait introduit le terme opéra populaire ou tragédie lyrique musicale contemporaine, populaire contemporaine, pardon. La ballade du frère mort, par exemple, c'est sur son propre scénario, ses propres textes poétiques, plus la musique, plus des propositions de mise en scène. C'est une œuvre composée entre 60 et 63 qui traite du sujet le plus controversé en Grèce de la guerre civile. C'est une proposition de l'union des Grecs, en fait. Mais il y a plusieurs œuvres, je pourrais citer, en citer plein. Donc il y a de quoi faire, pardon, il y a de quoi faire un disque Thomasy Theodorakis. Sans souci, je crois, oui. Facilement. Jean-Pierre. Oui, je voulais poser une question. Je trouve ça très, très passionnant. Merci beaucoup, Calliope Stiga, pour cette vie parallèle. Hein. Nous sommes dans le monde de Plutarque, là. Et ce que je trouve très, très, très intéressant dans cette comparaison, c'est effectivement les choix langagiers. Et je rebondis sur la suggestion de Gilles. On voit très bien, enfin, on suppose très bien que d'un côté comme de l'autre, il y a une sorte de refus d'adopter le sérialisme ou le dodécaphonisme ou la tonalité, en particulier pour continuer à s'adresser à la multitude et d'avoir une résonance, de donner au sens de sa musique une utilité sociale. Et donc, on le voit très clairement. Alors, je ne connais pas bien la musique de Theodorakis, à mon grand tort d'ailleurs, parce que ce que je connais est très émouvant et je trouve ça très fort. Est-ce que les propos de Theodorakis sur la musique atonale, sur la musique sérielle ou sur la musique concrète, ils sont de quelle nature? Est-ce qu'ils ressemblent aux propos que tient qui sont à la fois modérés mais quand même assez catégoriques, c'est-à-dire qu'il ne s'interdit pas, Thomasy ne s'interdisait pas de recourir à la musique atonale, mais il ne voulait pas céder à une coterie qui l'imposerait. Et est-ce qu'on a cette même position en fait de Mikis Theodorakis par rapport à cette qui est évidemment très important, ce débat qui est absolument capital après-guerre? Non, Theodorakis, il a étudié à Paris au conservatoire il était élève de Messiaen et puis d'Eugène Bigot, mais il ne pouvait pas supporter ce milieu snob à son goût, donc il a rejeté cette musique. Il a rejeté les courants contemporains de la période. De même que la musique de Xenakis, par exemple. Il trouvait qu'il y avait une intellectualité derrière la musique de Xenakis, mais il disait que c'est des sonorités, que ce n'est pas de la musique, en fait. Même si lui, par la suite, il a utilisé des techniques de musique, surtout avec les percussions, en écrivant des musiques de percussion pour les musiques des tragédies antiques, par exemple. Là,
c'était comme s'il il faisait la même chose que Xenakis, par exemple, mais il le faisait inconsciemment, en fait. Et c'est intéressant parce qu'il y a d'un côté comme de l'autre la notion de coterie et de snobisme qui est reprochée à la fois par Tomasi et par Theodorakis à l'encontre de l'école, entre guillemets, avant-garde, entre guillemets. Et Theodorakis ne voulait pas faire, comme il dit, une musique pour une élite, destinée à une élite. À ce moment-là, son souhait, sa vision était de faire une musique pour les masses, suivant le principe de la révolution culturelle socialiste, parce qu'en Grèce, quand il est revenu dans les années, début des années 60, il a trouvé un anticommunisme extrême. Il a vu qu'il y avait, il y avait un grand pourcentage de la population qui était illettrée. Donc, son but était de transmettre la grande poésie au peuple. C'était ça son initiative. Merci beaucoup. On est très frappé d'ailleurs par les titres ou les sous-titres, hein, oratorio populaire, musique pour les masses, c'est tout à fait explicite. On sent que dans l'intention, il n'y a aucune ambiguïté. Alors moi, je trouve aussi tout à fait intéressant ce qui traverse une partie aussi de la création du XXe siècle, c'est vraiment la relation avec la spiritualité. Je pense à Schoenberg, je pense à Manuel Rosenthal. Et dans les exemples que vous avez cités, évidemment, il y a vraiment cette tension entre engagement politique et puis foi, mais c'est tout à fait passionnant.